Écoutez, c'est le bruit d'une épargne composée d'or et d'argent métal. Votre programme avec Veracash. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Valeurs Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Vos-Sabaros, responsable éditorial chez Veracash qui produit ce podcast. Au sommaire de ce 6e numéro, depuis quelques semaines, c'est dominaudé dans les salles de marché. La fresque d'une crise des liquidités se dessine avec comme commentaire un disclaimer peu reluisant. Attention, les risques du passé ne servent pas de leçon aux erreurs à venir. Va-t-on vers une nouvelle crise bancaire ? Mon invité pour en parler, c'est Jean-François Faure. Il est président fondateur du groupe Au Coffre. Valeurs Refuge, épisode 6, c'est parti. Bonjour Jean-François. Et bonjour Mathieu. Je le disais en introduction, vous êtes président fondateur du groupe Au Coffre, groupe composé, entre autres, d'aucoffre.com, la plateforme d'achat, de vente et de conservation des métaux précieux, et sa petite sœur, qu'on connaît bien ici, Veracash, la solution d'investissement et de paiement en or et en argent 100% physique. Ce que nous sommes en train de vivre avec les différentes chutes de certaines banques, on va en parler tout le long, et je vais vous poser des questions pour que vous puissiez nous partager votre expertise sur le sujet. C'est un peu la base et les fondations de la création de votre entreprise Au Coffre. Alors oui, clairement, et le plus drôle, c'est qu'à la base, c'était un besoin ou une envie pour ma société de l'époque. C'était même pas un besoin personnel, mais c'était pour mon agence de traduction. En 2006... Exactement, absolument rien à voir. Moi, j'ai un passé en fait web, e-commerce, qui remonte aux années 90. Début des années 2000, je me mets au vert, je fonde une agence de traduction et je me dis cette agence de traduction, c'est super cool, mais en cas de retournement de l'économie, en cas de crise liée à un cycle qui ne serait pas dans le bon sens, en fait, globalement, mon activité s'arrêterait immédiatement. Conscience prise de ça, quel actif me permettrait de couvrir ce genre de risque. Bon, alors de manière assez drôle, c'est l'or qui est sorti en première place. Je n'y connaissais absolument rien, ni en investissement, ni en finance, ni en or. Hormis éventuellement une petite pièce, un demi-Napoléon qui avait dû m'être transmis par mon grand-père quand j'étais petit, mais voilà, sorti de là, aucune connaissance du sujet. Et le sujet m'a passionné parce que je me suis rendu compte en fait des qualités de l'or, de son aspect en fait un peu à géométrie variable, qui fait que c'est à la fois évidemment ce que l'on utilise pour faire des bijoux, ça a été des monnaies, et puis finalement aujourd'hui c'est toujours une monnaie, mais une monnaie non officielle, non étatique. C'est plutôt contre-cyclique. Quand ça va mal d'un côté ou qu'on a des angoisses, l'or va être plutôt porté. Et puis inversement, mais limite, son cours baisse quand on n'en a pas besoin, why not quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, mais au final, c'était très compliqué de pouvoir en acheter à cette époque. Les boutiques, ça donnait pas envie, les banques ne savaient pas en vendre. Les bons professionnels sur ce qui m'intéressait, moi, sur un modèle économique un peu 21e siècle, quoi. C'est-à-dire, j'ai passé à la maison, et c'est ce que je cherchais. Bien finalement, c'était plutôt des Anglais. Mais les Anglais, les Napoléons, ils connaissent pas. Donc bon, voilà, c'est comme ça que Au Coffre est né. Veracash quelques années après sur un modèle plutôt pour des gens un peu plus jeunes. Mais en tout état de cause, quand Au Coffre est né, c'est pile le moment où la crise de 2008 est apparue. Et ce que j'avais malheureusement imaginé 2 ans plus tôt de ce qui pouvait arriver de funeste à mon agence de traduction, c'est strictement produit en moins de 24 heures. C'est-à-dire en moins de 24 heures. J'ai perdu à peu près 30-40% de mon chiffre d'affaires parce que j'ai perdu à ce moment-là mes 3 plus gros clients qui étaient Peugeot, Renault et Citroën qui stoppaient en fait leur activité d'export quoi. Voilà, donc l'or comme outil contre-cyclique de protection du reste de son épargne dans ce cas-là professionnel, mais ça revient au même. On revient sur l'actualité. La faillite de 3 banques régionales américaines, le souci de liquidité côté Crédit Suisse, les rumeurs autour de la santé de la Deutsche Bank, même si c'est loin d'être récent. En revanche, là, il y a quelques jours, les perquisitions chez de très gros acteurs bancaires pour suspicion de blanchiment de fraude fiscale. On est dans une situation comparable à 2008, Jean-François ? Alors, ce ne sont pas les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, mais quand vous avez de la suspicion ou une grosse crise de doute, en tout état de cause, il se passe les mêmes choses. En 2008, on était sur une problématique de bulle immobilière, soutenu par des modèles de prix hypothécaires qui étaient complètement délirants. Mais en fait, comme tout le monde y croyait, c'était autoréalisateur. Donc on se dit le prix de l'immobilier aux États-Unis va monter jusqu'au ciel. Eh ben, suivons l'ascension verticale.
Sauf qu'il est évident on sait tous très bien que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Et le retournement sur la valeur de l'immobilier a fait que à ce moment-là, c'est un peu comme vous avez la marée qui se retire. Ceux qui n'avaient pas de maillot, ça se voit de suite, quoi. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et on s'est retrouvé avec des millions de foyers américains qui n'avaient plus les moyens de rembourser les prêts encourus, donc des saisies, des faillites de banques qui d'ailleurs elles étaient même arrivées à un modèle où on ne demandait même plus à ce qu'on rembourse le principal, mais ne se faisait rembourser que le coût de l'argent, donc les intérêts, puisqu'elles savaient qu'elles étaient adossées à une valeur immobilière qui était pour eux, qu'ils considéraient comme très élevée, et donc en avant. Et en fait, la chose que l'on peut comparer avec 2008, bon, au-delà du résultat, c'est finalement, et ça je trouve ça assez étonnant de la part de banquiers qui sont des gens extrêmement structurés de l'esprit, mais qui peut-être ont des structures qui sont un peu comme ce que j'appelle moi les canards sans tête, c'est-à-dire qu'un canard sans tête il sait parfaitement marcher au volet, mais une fois qu'une direction est prise, il n'est plus capable d'en changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fois en 2007-2008 et aujourd'hui, c'est typiquement SVB, qui était dans une logique de taux faibles, voire nuls, donc qui montent des produits sur ce modèle. Sauf qu'ils ont oublié quelque chose, c'est qu'à un moment donné, les taux d'intérêt sont repartis à la hausse. Et tout leur modèle économique, en fait, était totalement à revoir, et ils ne l'ont pas revu. À ce moment-là, eh bien évidemment, grosse crise de confiance de la part des gens qui savaient analyser le fonctionnement et le bilan de cette banque. Et donc là, il s'est passé quoi ? Un tweet d'un influenceur qui connaît parfaitement comment fonctionnent les banques. Et en fait, ce tweet a dézingué en quelques heures SVB, qui était déjà donc extrêmement fragilisé. Bank run. Ensuite, voilà, SVB plus ou moins liquidé, et tout s'enchaîne. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est un peu voilà cet effet papillon qui fait que cette banque orientée start-up de la Silicon Valley met en péril ses investisseurs. Donc eux, sur le coup, ils sont clairement perdants. Et là, à l'échelle mondiale, tous les investisseurs dans le monde bancaire, donc en fait ceux qui mettent l'argent dans les banques pour qu'elles puissent se financer, disent bon stop, je retire mes capitaux, mes investissements, ce qui fait que vous avez des valeurs boursières qui baissent fortement. Et là encore, donc ceux qui étaient tangents, qui avaient peut-être des problèmes d'équilibre, ou pour lesquels il est extrêmement important que les fonds propres aient une valeur assez conséquente, eh bien, se retrouvent en grande difficulté, et ça a été le cas de Crédit Suisse. Et il a fallu que très très vite, Crédit Suisse, on lui trouve une solution. Donc la solution la plus simple, c'est qu'il soit racheté par une autre banque à moitié malade, mais qu'il était quand même un petit peu moins, qui s'appelle UBS, et qui a racheté donc Crédit Suisse à la valeur de Crédit Suisse divisée par 3. Et avec derrière, bon évidemment, l'État suisse qui est là pour soutenir l'opération, même titre que d'ailleurs l'État américain, en fait, là, excusez-moi, la Fed, en fait, était là pour soutenir les déposants de la banque SVB. Donc, alors là, d'ailleurs, la grosse nouveauté par rapport à 2008, c'est qu'autant en 2008, vous êtes retrouvé avec des personnes qui étaient tant des investisseurs que des déposants qui se retrouvaient tous les deux, quasiment spoliés de la valeur qu'ils avaient investie ou placée. Là, cette fois-ci, ce n'est essentiellement que les gens qui ont investi dans ces banques. Les épargnants ont été sauvés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais de manière assez artificielle, qui pourrait donner un mauvais signal à d'autres banques. La chute de l'américain SVB est en partie due à un bank run, vous en avez parlé, c'est cette sorte de crise de confiance qui amène les clients à retirer massivement leurs avoirs pour éviter leur propre banqueroute. On peut encore faire confiance aux banques dans la sécurisation de notre argent ? Alors, il y a un sujet qu'il faut aborder. En fait, globalement, systématiquement, tout le monde vous dit oui, mais il y a le fonds de garantie. Donc, typiquement, chez nous, en France, ça va être 100 000 euros. C'est-à-dire que vous avez un compte avec moins de 100 000 euros dessus, votre banque claque, votre somme est remboursée. Au-delà de 100 000 euros, ce n'est pas garanti.
Et d'ailleurs, en Europe, c'est exactement ce qui s'est passé avec les banques de Chypre en 2013, et puis quelques établissements bancaires en Europe pendant la crise de l'euro. Bon, factuellement, qu'est-ce qu'il faut constater ? Déjà, dans le cas des banques qui ont pu être en défaut en Europe, vous n'êtes pas remboursé immédiatement. Effectivement, au-delà de 100 000 euros, c'est clairement perdu. Et là, je parle de banques qui sont isolées. Nous, en France, on a un cas un peu particulier. On a presque le record du nombre de banques systémiques par rapport au nombre de banques globales. Une banque systémique, en fait, c'est une banque qui est, par définition, reliée à tout le reste, donc qui fait partie du système, qui est même le système. Bon, ça veut dire qu'on peut se réjouir d'avoir des très belles banques. Le problème de ces très belles banques, c'est que, étant justement très liées au reste, si vous avez aujourd'hui n'importe quelle banque de réseau française qui serait en défaut, alors que la veille, elle pouvait être parfaitement bien portante, mais imaginons elle est en défaut parce qu'un actif a fait qu'elle se retrouve en défaut. Par effet domino, immédiatement, toutes les autres seraient en défaut, parce qu'elles sont extrêmement interconnectées. Et là, je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, le fameux fonds de garantie ne suffirait pas à couvrir 1% des avoirs des clients de ces banques. 1%. Même pas. Globalement, au dernier calcul qu'on avait pu faire, je crois que ça remboursait 800 euros par déposant, quoi. On est loin des 100 000. Donc ce modèle de 100 000 euros, en fait, est plus une forme de méthode Coué. C'est-à-dire, vous rappelez qu'il y a un fonds de garantie, donc vous pouvez avoir confiance. Ok, mais ça, c'est un peu un effet autoréalisateur. Donc là, c'est un effet autoréalisateur positif, mais vous pouvez avoir un jour le même effet autoréalisateur négatif dans le cas, par exemple, d'un bank run. Un bank run en France serait absolument dramatique. Pas du même niveau qu'un bank run SVB aux États-Unis. C'est-à-dire que, je vais vous le dire d'ailleurs même clairement, une banque française serait en défaut, c'est 10 000 fois plus grave que SVB qui disparaît, toute banque américaine que c'est. Parce que une banque comme Crédit Agricole, comme BNP, comme Société Générale, est 10 000 fois plus en interaction avec son environnement bancaire français, européen, mondial, que n'importe quelle banque régionale américaine. Et pour moi, SVB, c'est une banque régionale. Vous avez vu l'effet de SVB sur les banques européennes, sans lien direct. Imaginez une grande banque de réseau qui est en défaut. De suite, c'est le système financier, bancaire, et voire même monétaire mondial qui est à l'arrêt. Pas du même niveau que ce qu'on avait connu en 2008. Lehman Brothers était, oui, une banque de très belle taille, mais on ne parlait pas du même niveau d'interaction, quoi. Et donc, on en revient à cette problématique de devoir séparer, à mon sens, les banques de dépôt des banques d'investissement. Mais pour citer Bruno Le Maire, calm down, on comprend la méthode Coué. Finalement, ce que je retiens également de votre propos, c'est que l'État finit toujours par sauver les banques fautives. C'est toujours l'État qui arrive en Zorro sauveur de la situation. C'est quand même un peu dingue. Ouais, c'est ça le grand truc, c'est qu'en fait, certains pourraient dire, bien comme d'habitude, les banques encaissent les bénéfices et l'État, donc nous, encaisse les pertes. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que si on se rappelle de 2008, au final, les États, alors de manière, je dirais, très, très primaire et premier degré, ont au final récupéré leur mise sur le sauvetage des banques. Mais là où, au final, tout le monde est absolument perdant, c'est que de telles crises ont entraîné de tels dysfonctionnements globaux de l'économie. Et là, tout le chômage, tout ce qui a pu être, tout ce qui a pu s'en suivre. Et là, je parle pas de la France parce que généralement, la France, on est toujours ce pays un petit peu retard, c'est-à-dire, on va être aussi bien en retard sur les choses positives, mais aussi sur les choses négatives. Et globalement, on a été moins impacté que d'autres pays. Je prends par exemple le cas de l'Espagne qui a été très très durement touché. Ça a été moins le cas en France. Mais pour autant, voilà, ça c'est ça a entraîné des pertes abyssales pour les États de manière indirecte. Et au final, ceux qui ont vraiment été les gens qui ont payé la note, c'est vous et moi, et je dirais même ceux qui ont le moins la capacité de payer ce genre de dégâts.
C'est ça qui est, à mon sens, le plus grave. Mais alors, après 2008, les États ont décidé de réglementer. Même les États-Unis, ce pays le moins régulateur qui soit, a décidé de mettre en place des lois, des directives justement pour encadrer tout ça. J'ai un peu le sentiment, vous pouvez me couper, que les banques n'ont rien appris. Et je le disais en introduction, les banques en ont fait qu'à leur tête, quoi. Ouais, alors, quand on parle des banques, pareil, on s'imagine toujours comme quelque chose qui aurait son intelligence propre et qui serait capable d'organiser le monde, etc. Malheureusement, je considère que la réalité est très différente. C'est qu'on a face à nous des organismes qui ne sont pas aussi, au sens un petit peu global du terme, si malines que ça. Et leur but, c'est de suivre la loi. Si on reprend ce qui se passe aux États-Unis, donc effectivement, oui, entre, on va dire la crise des startups en 2000, et puis même surtout le 11 septembre en 2001, et puis 2008, il y a eu une énorme libéralisation du modèle bancaire. Plus des facilités sur les taux, etc., qui ont fait que n'importe quoi a pu être fait. Après 2008, évidemment, gros serrage de vis, plein de choses qui ne sont plus possibles. On découvre la notion de paradis fiscaux qui existait plus ou moins assez vaguement avant. Bon bref, donc on se dit voilà, ça y est, on devient vertueux. On nous sort toute la bande balle 1, 2, 3 et tout va bien. Mais on a oublié quelque chose. Notre ami Trump qui arrive au pouvoir en 2016 et qui dit mais attends, tout ça là c'est de la contrainte pour monsieur tout le monde aux États-Unis. Donc on va libérer les contraintes. Voilà. Et au final, on réouvre tous les robinets qui avaient été fermés. Et ça, c'est quelque chose qui avait été un petit peu oublié. Et donc, ce qui se passe sur SVB, c'est ni plus ni moins en fait que le fait d'avoir pu profiter de ces plus grandes largesses qui ont été mises en œuvre depuis 2016 et qu'on n'avait pas trop vu et perçu. Moi, par exemple, à titre personnel, pour éviter ce genre de choses, je serais définitivement pour qu'on crée d'un côté des banques strictement de dépôt. Alors peut-être que les dépôts, sur le coup, ne seraient pas rémunérés, voire pire que ça, ils coûteraient un petit peu, mais à un moment donné, mon argent, est-ce que j'ai vraiment envie qu'on en fasse n'importe quoi Et d'ailleurs aujourd'hui, est-ce que monsieur tout le monde sait que quand il confie son argent à sa banque, ce n'est plus son argent. Il a signé un contrat qui indique qu'à ce moment-là, il devient créancier de sa banque. Donc ça crée une relation quand même qui est assez particulière, c'est-à-dire que vous prêtez votre argent un peu presque comme vous l'investiriez dans une société de rendement. Et on est aujourd'hui sur ce genre de modèle économique pour les dépôts. Moi je trouve ça assez complexe. Donc il faudrait une banque de dépôt, et les dépôts restent des dépôts, ou alors ils travaillent mais sur des choses très basiques qui sont protégées en fait par les banques centrales. Et puis en parallèle, des banques d'investissement, des banques privées, dans lesquelles effectivement on aurait des rendements différents, mais évidemment avec des risques différents, puisque le risque paye, quand il peut payer, mais vous savez pourquoi vous y rentrez. Aujourd'hui, vous êtes un déposant lambda, vous êtes justement la fameuse personne qui touche que le SMIC et qui avait son argent dans une banque dont il a pas besoin de savoir le modèle économique, et bien qui a été touché par 2008, c'est quelqu'un qui a été finalement impacté par des choix stratégiques, des choix spéculatifs de sa banque sur une partie de son argent qui normalement ne devrait pas servir à ça. Alors c'est un modèle vraiment qui va peut-être paraître ancien, mais aussi si je me suis intéressé alors, c'est pas par hasard, c'est parce qu'à un moment donné on a besoin aussi d'outils, même financiers, qui puissent être lisibles. Je vous ai pas invité pour rien, vous le savez, et en fait la transition elle est toute trouvée. Pour monsieur et madame tout le monde, effectivement, le fait de déposer de l'argent sur son compte en banque, on est persuadé de le retrouver au centime près le lendemain, le surlendemain, jusqu'à ce qu'une grosse crise arrive et qu'au final ce soit la banqueroute pour tout le monde. Vous êtes patron de plusieurs entreprises qui gravitent autour de l'or. Est-ce que la diversification autour de l'or, c'est un bon moyen de se débancariser ? Débancariser, c'est un mot-clé, c'est-à-dire de pouvoir sortir une partie de son argent des banques pour le protéger. Moi, évidemment, je ne peux pas vous dire le contraire, parce que si je suis là, c'est parce que c'est ce constat que j'ai pu faire, c'est-à-dire que je considère que l'or est aujourd'hui une monnaie ou une quasi-monnaie qui est contre-cyclique des chocs monétaires, des chocs financiers, et de manière plus micro, des chocs autour d'une banque ou de sa propre banque.
Voilà, donc ça c'est ce que je considère. Donc cet aspect contre-cyclique, profitons-en et débancarisons. Mais alors, débancariser, il ne faut pas déformer mon propos. C'est-à-dire que débancariser, je ne veux pas dire partez en courant de votre banque, mettez le compte à zéro et planquez tout sous le matelas. Il en est hors de question. On vit dans un monde où la banque est indispensable. Vous avez des prêts remboursés. Vous avez aujourd'hui la plupart des commerçants qui préfèrent que vous les payiez en CB qu'en autre chose, parce que ça va plus vite, hop, sans contact, etc. Donc voilà, débancariser, ça veut dire encore avoir de l'argent évidemment en banque, mais il faut rester raisonnable. Avoir de l'argent en banque, c'est sur un compte en vue, c'est peut-être l'équivalent d'un salaire ou deux. Voilà. Sur un compte d'épargne simple, et plutôt orienté court terme. C'est-à-dire court terme, c'est-à-dire vous pouvez récupérer immédiatement ce qu'il y a dessus. Les livrets réglementés, le livret A, voilà. Le LDDS, et j'en passe. Exactement. Là, on peut appréhender d'avoir 2, 3, 4, allez, maxi 5 mois de salaire d'avance dessus. Voilà, et c'est bien. Vous avez, à mon sens, ce qu'il faut pour tourner. Et ça va vous permettre, en fait, ça sera suffisant pour ne pas subir ce que je qualifie des 5 risques majeurs autour de votre banque et de l'argent qu'il y a dans cette banque. C'est-à-dire, alors, quels sont-ils ces risques? Oui, alors, les fameux risques, c'est déjà le risque lié à la politique interne de la banque. C'est-à-dire du jour au lendemain, on vous met dehors car vous avez voulu envoyer des fonds pour acheter des cryptos, par exemple. Nous, Ils vous aiment bien, les banques? Comme je vous disais tout à l'heure, les banques n'ont même pas vraiment d'avis sur nous, en réalité. Ils n'ont pas d'avis sur nous. Ils appliquent certaines règles, des règles prudentielles, et ils veulent toujours être en phase avec ces règles, parce que sinon, ils se prennent des amendes qui sont cataclysmiques. Je vous prends un exemple. La Banque Postale, il y a quelques années, s'est pris 50 millions d'amendes. Et c'est pas en faisant du blanchiment d'argent à grande échelle, comme on peut encore le voir. Banque qui est contrôlée par la Caisse des dépôts, qui est elle-même contrôlée par les hauts fonctionnaires de Bercy, entre autres. Tout à fait. Ouais. Mais voilà, ce sont quand même des gens qui se font rattraper par la patrouille. Là, j'ai pris cet exemple parce qu'il était assez massif, mais globalement, toutes les banques qui sont passées, pour plus ou moins d'autres raisons. Et tout simplement parce qu'ils n'ont pas appliqué certaines règles prudentielles de base que nous, d'ailleurs, chez Veracash, on applique. Et je sais d'ailleurs des fois que certains membres de Veracash peuvent se plaindre qu'on est un petit peu tatillon. Bon, voilà. Il suffit que, à grande échelle, ces règles ne soient pas appliquées, et voilà. Donc vous avez déjà ce risque politique, là, typiquement d'une politique qui pourrait être un peu trop poussée à l'extrême, et on vous dit, voilà, vous avez 60 jours, on ferme votre compte. Ça se passe. On fait quoi de son compte? Ensuite, il y a le risque lié aux défauts propres de la banque, donc les fonds bloqués ou perdus, comme on a vu avec SVB. Globalement, tout le monde va retrouver ses fonds, mais qui nous dit que ces fonds ne vont pas rester bloqués pendant des années. C'est ce qui s'était passé avec certaines banques européennes suite à la crise de l'euro. Les gens seraient remboursés. Combien d'années après 3-4 ans après, on y était encore. Il y a le risque lié à la réputation. Donc, et là, il est compliqué de travailler avec une banque blacklistée par les autres. Moi, je prends le cas de banques qui ont pu travailler avec l'Iran. Parce que tout simplement, il y a eu une époque où on leur dit, mais allez-y, bossez avec l'Iran, parce que la France ne va pas arrêter de faire du business avec l'Iran. Donc il faut qu'il y ait des banques qui puissent se positionner là-dessus. Sauf que après, vous avez une politique américaine qui se durcit, et donc nous, évidemment, on suit toujours ce que nos gentils américains peuvent nous raconter. Je suis très caricatural, mais pourtant c'est exactement ce qui se passe. Donc de suite, on gèle tout. On oublie qu'on avait quelques années plus tôt autorisé certaines banques à le faire. On va pas faire le SAV, ces banques se retrouvent au milieu du gué, abandonnées de tous, et devoir considérer que ce sont des banques qui bossent avec l'Iran, donc qui sont interdits d'échange avec d'autres banques. Donc voilà, ça s'est vu. Après, vous avez le risque qui est indirect, mais qui est le risque lié à la monnaie. Vu que c'est votre banque qui détient votre monnaie, si votre monnaie se dévalue, eh bien votre compte bancaire il est là pour acter que votre compte qui est peut-être à 1000 ou 2000 euros, factuellement, avec ces 2000 euros, à la fin de l'année, vous allez pouvoir acheter pour 15% de valeur en moins. Donc votre banque ne fait qu'acter votre perte de valeur. Et puis pour finir, il y a le risque lié à l'État. Alors là, si on pense de suite à la France, on dit non, l'État, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, mais vous êtes russe. Vous êtes russe, vous avez définitivement eu un problème depuis 2022 parce que vos fonds ont été potentiellement confisqués, bloqués, vous avez perdu certains moyens de paiement, etc.
C'est la Russie aujourd'hui qui vous dit que c'est pas la France dans 10 ans ou 15 ans. Un Black Swan, c'est ça, hein, c'est quelque chose d'imprévu qui se passe, quoi. Donc voilà, en fait, le débancariser, c'est ne pas oublier ça, et puis aller vers des supports qui, sur le coup, ne seront pas ni très directement bancaires, ni très directement euros. Et c'est là où arrive Veracash, qui est un modèle plutôt résilient par rapport à tous les risques que vous avez énoncés vis-à-vis de la banque. Vous l'avez créé un peu sur ce principe-là. Mais oui, clairement, parce que Veracash, c'est pour ça qu'il y a le mot cash dedans. C'est-à-dire que quelque part, on imagine un outil qui peut être un outil pas bancaire, mais en tout cas de compte, qui peut se rapprocher d'une forme de monnaie, et donc qui quelque part répondrait à tout ou partie des risques que j'ai évoqués juste avant. Alors ça vous empêche pas en parallèle d'avoir de l'immobilier si vous pouvez, d'investir dans des choses non euros, non bancaires, et heureusement il y a plein de choix possibles. D'ailleurs je le rappelle tout le temps, investissez dans les entreprises. Souvent on dit le mec il vend de l'or, donc il aime bien les choses qui ne bougent pas. Non, c'est absolument faux. Moi je suis un entrepreneur. Et donc on bâtit le monde d'aujourd'hui et de demain. Et ça passe par de l'investissement, notamment dans les entreprises. Et évidemment, oui, je parlais tout à l'heure du compte bancaire ou de votre compte principal. Eh bien, il faut avoir un deuxième compte, et c'est là que Veracash peut aider, parce qu'on va s'appuyer sur des métaux précieux qui, pris individuellement, ont chacun une réponse à certaines problématiques. L'or, évidemment, la monnaie qui ne dit pas son nom, mais qui est clairement aujourd'hui le 3e, 4e actif le plus liquide au monde, c'est pas rien, qui est officiellement aussi, à mon sens, la 3e monnaie, c'est-à-dire que vous avez l'euro, vous avez le dollar, vous avez l'euro, et vous avez l'or. Alors peut-être utilisé par ce que nous on qualifie aujourd'hui d'état voyou. Ok, bon, c'est peut-être eux qui se le sont appropriés, mais rien ne dit qu'un jour ça ne sera pas les gentils. Si on s'amuse à mettre un monde où il y a d'un côté les méchants et les gentils, c'est pas du tout mon cas, hein. Il faut prendre ce que je dis souvent au 2e ou au 3e degré, hein. Donc voilà, c'est ce second compte, c'est ce deuxième compte qui permettrait de faire des arbitrages, et puis tout simplement de se sentir moins bloqué, moins empêché quand les choses peuvent mal se passer. Puis un exemple tout simple, hein, je pense que c'est arrivé à peu près à tout le monde de se retrouver un jour avec sa carte de paiement qui était bloquée parce qu'on avait dépassé un plafond, ou un compte qui était bloqué parce qu'on avait dépassé un découvert autorisé de 50 €. Votre banquier n'est pas toujours là, il suffit qu'il soit en congé, la personne qui le remplace, si tant est que ce soit un humain, n'aura peut-être pas l'action, la réactivité que votre contact bancaire a habituellement. Et bien c'est là que Veracash peut vous aider. Moi, à titre personnel, ma carte m'a très souvent aidé. Par exemple à l'étranger, des fois vous avez des cartes que vous avez oublié d'activer à l'étranger. Ma carte Veracash fonctionne à ce moment-là, ou pareil, un plafond dépassé, voire même une carte perdue ou volée, et dans ce cas-là, une carte Veracash planquée dans un bagage avec un téléphone mobile de secours à clapper. Eh bien, c'est pas être parano que d'avoir ça, et c'est par exemple mon cas, et ça m'a rendu quelques services. Dernière question, Jean-François, et puis après on va se laisser. Je vais pas vous demander de faire Madame Irma, mais quid des prochains jours, semaines, mois par rapport à la situation qu'on a vue? Les marchés ont l'air relativement résilients. Le CAC 40 flirte avec les 7300 points. Les indices bancaires se sont calmés. Le VIX a considérablement fondu. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les prochaines semaines, les prochains mois? Moi, je ne peux en tout cas jamais espérer un drame. Donc, si on revient à la normale, tant mieux. On s'en félicite tous. On n'est jamais à l'abri d'une réplique ou d'une nouvelle secousse pour d'autres raisons. Voilà. Et après, vis-à-vis notamment de l'or lui-même, on a quand même franchi certains seuils qui étaient un petit peu des seuils techniques un peu bloquants. Donc ça, c'était quand même un signal assez intéressant. Mais comme d'habitude, moi, je vais pas faire Madame Irma, mais je répète ad nauseum qu'il faut se poser certaines questions, et je les liste systématiquement. Et ces questions, en fonction du nombre de coches que vous pouvez faire dessus,
vous allez voir si vous êtes plus ou moins sensible à l'achat ou à la revente d'or. Donc voilà, on est autour de l'inflation. Est-ce qu'on considère que l'inflation va perdurer, se stabiliser ou partir à la baisse? Donc, pour mémoire, l'or est plutôt influencé par une inflation haute ou partant à la hausse. Les taux d'intérêt. Est-ce que les taux d'intérêt vont poursuivre une hausse ou bien comme aux États-Unis se calmer, parce qu'on sait que s'ils ne se calment pas, on peut engager des effets collatéraux qui peuvent être assez dramatiques. Donc là, on a vu ce qui s'était passé avec le cas d'une banque qui avait mal géré son coup. La Fed incendiaire et pompier à la fois. Oui, c'est un peu ça, oui, on se croirait dans un livre bien connu. Mais ça peut être aussi nous en Europe. Imaginez des assurances-vie qui subissent une hausse des taux trop rapides et mal mesurés, ça peut se retourner contre eux. Voilà, donc habituellement, on sait que la hausse des taux est plutôt négative par rapport à l'or, puisque une hausse des taux veut dire des produits de rendement qui à ce moment-là sont peut-être plus simples à utiliser que l'or. Donc on achète moins d'or. Bon voilà, à voir si les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. Les États-Unis ont donné un signal, c'est que pour l'instant, ils seraient bloqués. On a ça, et puis on a aussi la force du dollar. Considérons-nous que le dollar va se renforcer, oui ou non, par rapport aux autres devises à suivre. Et puis pour finir, et je pense que la liste, je peux encore en rajouter 2 ou 3, mais en tout cas, je peux finir sur les tensions géopolitiques. Où en sommes-nous de la guerre contre l'Ukraine? Où en sommes-nous de la position de la Chine, notamment face à Taïwan, et avec tout ce que ça peut vouloir dire. Voilà, donc je finis là-dessus. Est-ce que c'est pour dire que malheureusement, l'or a encore de beaux jours devant lui? Peut-être. Mais il y a une chose qui est heureuse, c'est que justement, cet or, il existe bien. Il ne dépend pas d'un État. Et son cours est la formule magique qui réconcilie une offre et une demande qui, elles, sont plutôt assez saines. Et donc, moi, je trouve que c'est un chouette actif. Restons attentifs dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup Jean-François Faure. Je rappelle, vous êtes président fondateur du groupe Au Coffre, qui compte aucoffre.com, VeraValor, la maison de frappe de haute monnaie, et Veracash, la maison qui produit ce magnifique podcast. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. J'étais ravi de vous recevoir. Valeurs Refuge, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les différentes plateformes d'écoute. Nous, d'ici là, on se retrouve très bientôt. Salut!